Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. C'est un podcast qui met en lumière les parcours audacieux des mères qui ont choisi de privilégier leur équilibre. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui forcément va vous parler. Le syndrome de l'imposteur et comment on développe une activité professionnelle malgré ce fameux syndrome. Au sein de la communauté de la tribu digitale, nous l'appelons d'ailleurs Bob en toute affection. D'ailleurs, parfois, Bob peut être particulièrement tenace et réapparaître quand le succès et la réussite viennent à nous. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Ève Séverine qui vient nous partager son parcours, ses prises de conscience et surtout pourquoi elle a décidé de changer de voie professionnelle lorsque Bob s'est présenté à sa porte. Elle a exploré des alternatives professionnelles pour se retrouver, mais surtout retrouver cette confiance en elle qu'elle avait perdue. Bonjour Ève Séverine, je suis ravie de t'avoir à mes côtés aujourd'hui. Merci Nathalie de m'avoir invitée. Moi aussi, je suis ravie. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Alors, j'ai 50 ans. J'ai un parcours professionnel qui est absolument pas linéaire, mais apparemment comme beaucoup de femmes. J'ai été pendant plus de 15 ans psychopraticienne en analyse transactionnelle et thérapeute de couple. Mhm. Voilà. Et puis, en 2022, j'ai fermé mon cabinet et je suis allée travailler avec mon mari, qui est un organisme de formation. Il s'est passé plein de choses qui font que je m'étais pas vraiment épanouie dans cet organisme de formation. Et donc, je viens de le quitter pour créer une nouvelle activité. Et donc, je viens de rejoindre un programme d'incubation pour les femmes qui s'appelle Willa. Waouh, donc ça c'est tout récent. Tout récent. Génial. Alors, on va en revenir un petit peu justement sur ton parcours non linéaire et puis ce que tu as mis en place. Mais avant cela, peux-tu nous dire depuis quand tu es maman et combien d'enfants tu as? Alors, je suis maman depuis 25 ans. J'ai 2 filles, j'ai 3 beaux enfants qui sont extraordinaires et je suis grand-mère de 2 petits-enfants depuis pas très longtemps et c'est franchement merveilleux. Waouh, ça c'est génial, effectivement. C'est un autre rapport, je dirais, par rapport au rapport qu'on peut avoir avec nos propres enfants. Peux-tu me raconter, ou nous raconter plutôt, comment nous nous sommes rencontrés, puisque moi je le sais forcément. Alors, j'ai eu la chance, en fait, de faire ta connaissance d'abord indirectement parce qu'on était toutes les deux dans le même bootcamp Ramène ta fraise. Et voilà, je voyais passer tes publications, je te voyais commenter les publications de femmes que je suivais. Et puis, ça m'a beaucoup intriguée. J'ai aimé ce que tu publiais. Un jour, puisque tous les vendredis, en fait, je dresse sur LinkedIn le portrait d'une femme magnifique, c'est-à-dire une héroïne du quotidien. Et j'avais vraiment très, très envie d'en savoir plus sur toi. Et j'ai eu cette chance, en fait, de passer un moment avec toi
où tu as pu me raconter ton parcours, que j'ai trouvé très chouette. Et j'ai été très touchée par tes initiatives, ce que tu fais pour les femmes avec la tribu digitale. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on a fait un peu plus connaissance dans ce cadre-là. Exactement, et c'est vrai que je le dis souvent, mais les réseaux sociaux sont d'une puissance absolument extraordinaire pour rencontrer de superbes personnes, et c'est vrai qu'on a tout de suite Mm. matché lorsqu'on a échangé, toi et moi. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu, mais surtout, pourquoi? Alors, il ne s'agit pas d'une personne réelle, mais d'un personnage mythique que j'aime beaucoup. Il s'agit d'Atalante. C'est assez dommage, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. En tout cas, moi, je ne connaissais pas trop. Atalante, c'est une jeune fille qui est abandonnée parce que c'est une fille et donc son père ne veut pas de fille. Et elle va survivre dans la nature et finalement développer beaucoup de compétences qui l'aideront toute sa vie. Donc, même si ça démarre mal pour elle, eh ben, voilà, elle s'arrête pas là et d'elle-même, elle arrive à survivre. Et puis, grâce à toutes ses compétences, finalement, elle va faire bien mieux que les hommes et elle réussira là où on l'attend pas. Voilà. Et puis à ces hommes-là qui veulent la courtiser, elle leur dit, tiens, la drage est haute, hein, elle ne se laisse pas faire. C'est elle qui choisit, qui l'entoure, elle sait très bien se protéger, elle fait preuve d'intelligence. Donc j'aime beaucoup ce personnage mythique. Effectivement, pas très connu et il aurait intérêt à être connu, en tout cas être peut-être plus raconté auprès des jeunes filles justement pour leur montrer quelques alternatives et toutes les possibilités que l'on a en nous et que souvent on ne soupçonne même pas. Oui, oui, et que tout n'est pas perdu, quoi. Ça peut mal se passer à un moment, on peut quand même trouver les forces en nous-mêmes de rebondir. Tout à fait. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours professionnel et puis de ce moment aussi où tu as ressenti une dissonance entre la réussite telle qu'on te l'avait présentée et puis ce que toi tu voulais réellement? En fait, dans les années 2000, j'ai décidé de reprendre des études pour devenir psy. Donc, j'ai cherché les formations qui existaient, les métiers possibles, et j'ai choisi non pas de devenir psychologue, mais de devenir psychopraticienne parce que la formation me semblait plus intéressante et puis parce que la manière de pratiquer le métier comme psychopraticienne me convenait beaucoup plus. Mhm. Et donc, j'ai choisi aussi une approche qui était l'analyse transactionnelle, qui est une approche très intellectuelle, mais qui me convenait vraiment, les concepts m'intéressaient. Voilà. Et donc, faire cette formation, ça a été très savoureux pour moi parce que ça nourrissait mon besoin de comprendre comment fonctionnent les autres et puis cette soif d'apprendre qui m'habite depuis toujours. Donc voilà, la formation a été très intense, très prenante. Je me suis vraiment épanouie. Et puis, j'ai obtenu mes examens et je me suis installée et très vite, j'ai eu des patients. Donc ça, c'était chouette. Au tout début, ben voilà, j'avais beaucoup de stress à accompagner les gens et je me disais que c'était parce que j'étais une jeune thérapeute, donc c'était un peu inquiétant. Ben, voilà. Ce qui est propre aux psychopraticiens, c'est que ils sont obligés d'être supervisés. Donc quelqu'un qui a le diplôme de superviseur les accompagne. Moi, j'ai eu la chance de trouver, alors pas tout de suite, hein, j'ai testé plusieurs superviseurs, mais assez rapidement, une superviseure qui est devenue ma mentor. Mhm. C'était une femme incroyable, très réputée, reconnue en analyse transactionnelle et ça a très bien matché. Notre duo fonctionnait très bien. J'ai énormément appris avec elle. Et donc, elle m'a accompagnée tout le temps de ma pratique. Incroyablement, cette femme, elle avait une confiance en moi. Elle me renvoyait une image très positive de moi. C'était assez souvent étonnant. Mais en tout cas, ce que ça a fait, c'est que finalement, à son contact, j'ai fait des choses dont je ne me serais pas cru capable. Elle m'a notamment accompagnée pour obtenir un diplôme d'un niveau européen qui s'appelle le CTA. Et voilà, c'est un diplôme très difficile à avoir parce qu'il prend de nombreuses années pour le préparer. C'est grâce à elle vraiment si j'ai pu d'abord tenir toutes ces années à le préparer et puis le passer et le réussir. Et puis aussi, sous son impulsion, j'ai écrit un article de recherche qui a été publié dans notre revue professionnelle et puis sur Kern. Et alors ça, c'était le top du top parce que c'est quelque chose qui est vraiment difficile à faire. J'avais plein de collègues qui avaient proposé des articles qui n'avaient jamais été acceptés. Tout ça est arrivé dans un délai assez court en fait. En 2019, je réussis l'examen. Quelques mois après, on me dit que mon article est accepté et il est publié tout de suite après. Voilà, se passe le Covid et pendant le Covid, je me souviens, je suis chez moi dans mon canapé et une belle école d'analyse transactionnelle à Paris m'appelle et me propose d'aller enseigner chez eux. Alors, je suis un peu étonnée.
Je suis très flattée. Pas très longtemps après, une autre école propose aussi la même chose. C'était intéressant, stimulant. Donc, j'accepte la première proposition et je commence à enseigner dans cette école. Et à partir de là, les choses s'accélèrent en termes de ressenti désagréable. Ok. C'est-à-dire que, alors, quand on commence à enseigner, j'imagine que c'est un peu normal qu'on soit inquiet, stressé, etc. Mais là, c'est vraiment difficile à vivre et au fur et à mesure des sessions, ça ne passe pas et même ça prend plus de place. Au point que ça va finir par envahir toute ma vie professionnelle. Déjà auparavant, quand mes patients s'en sortaient, je me disais, oh, ils sont super, ils sont très doués, ils auraient pu y arriver sans moi avec une autre thérapeute. Mhm. Donc mes patients n'arrivaient pas à se sortir de leurs difficultés. Là, je me remettais très fort en cause. Je lisais mes notes, je regardais mes plans de traitement, en me demandant ce que j'avais pu faire, etc. Et là, avec ces succès qui se sont vraiment succédés de manière très rapprochée, tout ça est devenu de plus en plus puissant au point que j'étais derrière la porte de mon cabinet et je savais qu'il fallait que j'ouvre à mes patients qui étaient dans la salle d'attente. Et j'étais tellement pleine de terreur que je mettais un temps fou à ouvrir. Et toutes les séances étaient vraiment très, très difficiles. Voilà comment ça s'est passé. Waouh, donc en fait, effectivement, de ce que tu nous racontes, c'est au moment où tu as atteint une certaine réussite que finalement, Bob est revenu te voir et de manière hyper forte et hyper violente, à tel point que tu pensais même que tu n'étais pas capable d'enseigner, que tu n'étais plus capable d'aider tes patients, etc. Hmm. Alors, quand tu as commencé à te rendre compte finalement que cette réussite ne correspondait plus à ce que tu recherchais, qu'il y avait un décalage, comme tu viens de nous l'expliquer, qu'est-ce que tu as mis en place? Et puis, est-ce qu'il y a eu un déclic particulier? Puisque justement, tu nous as annoncé que tu avais ensuite changé et que tu avais rejoint ton mari, mais est-ce qu'il y a eu un déclic particulier où tu t'es dit, là, en fait, stop, c'est plus pour moi? Je pense que comme beaucoup de personnes, le confinement, ça a déjà permis de réaliser à quel point j'avais besoin de prendre de la distance avec mon métier. Ça a quand même été très progressif, cette prise de conscience ou en tout cas décider que j'allais arrêter là. Mais le déclic, je pense, ça a vraiment été dans l'échange avec mes filles. J'ai une très belle relation avec mes filles et je pense que d'avoir leur retour m'a vraiment permis d'accepter, voilà, maintenant il faut que j'arrête. Je pense que ce qui a aussi sans doute participé au déclic, c'est que cette mentor dont je parlais tout à l'heure, elle a eu un cancer foudroyant et elle est décédée en 2019, un tout Ok. petit peu avant que je passe mon examen et que je réussisse mon examen européen. Ce duo conformé avait quelque part permis de atténuer le syndrome de l'imposteur ou atténuer la puissance de Bob, comme tu l'appelles, parce que nos rendez-vous réguliers m'obligeaient à objectiver en fait les pensées, les critiques et ces retours de cette femme que j'estimais beaucoup et dont je savais qu'elle était compétente permettaient d'atténuer ça. Et après Mhm. son décès, même si j'ai eu d'autres superviseurs, finalement, ça n'a pas fait la même chose. Donc peut-être aussi que perdre mon mentor m'a fait perdre un pilier et quelque chose qui était un peu sécure et qui mettait de la stabilité. Ça aussi, ça a participé à une forme de déclic. Et oui, et c'est vrai que comme tu le dis, bah, le syndrome de l'imposteur, il est souvent présent, et notamment souvent présent chez les femmes et chez les personnes qui vont remettre en cause, en question un petit peu la norme pour aller au-delà. Donc là, il s'est manifesté chez toi de manière quand même assez forte, puisqu'effectivement, tu t'es dit, je peux plus faire ça, il faut que je change. Comment tu as réussi à le surmonter et comment tu as mis en place des actions, on va dire, pour essayer de le mettre au placard ou en tout cas pour essayer de l'atténuer au maximum. Bah, ça peut paraître étonnant pour une psy parce que même en sachant que la meilleure option c'était de effectivement traiter le syndrome de l'imposteur, je savais aussi que ça prendrait un certain nombre d'années ou en tout cas ça prendrait du temps. Au stade où j'étais moi, il était urgent que je prenne soin de moi. Et donc finalement, consciemment, j'ai choisi de pas le traiter. Alors c'est pas tout à fait juste quand je dis ça parce que j'étais dans la pleine conscience de ce qui se jouait, de ce à quoi c'était rattaché dans mon enfance. J'étais consciente de ce plafond de verre. Hein. J'ai beaucoup entendu quand j'étais enfant la petite Séverine. Et je sais bien que pour une partie de ma famille, c'est un problème que je puisse être brillante ou que je puisse réussir. Mais donc j'avais conscience de tout ça et cependant, j'ai décidé quand même, là maintenant, je fais ce qui est le plus urgent, prendre soin de moi, arrêter la douleur. Je ferme mon cabinet, j'arrête. Alors ça a fait réagir autour de moi, hein, mais c'était pas une décision facile à prendre. J'avais un niveau de vie qui était confortable, mon agenda était rempli, j'étais reconnue, mais le plus important pour moi, c'était moi à ce moment-là.
Oui, et c'est vrai que c'est pas forcément facile de se faire passer en premier, Mm. notamment parce que, comme tu le dis, le regard des autres peut parfois peser lourd. Les proches peuvent ne pas comprendre, te dire mais Eve Séverine, t'as tout, tu réussis, ton agenda est plein, tu gagnes bien ta vie, tu es reconnue, tu as été publié, etc. Effectivement, ça rajoute de la pression finalement à une décision plus ou moins difficile à prendre, mais en tout cas que tu as pris pour ton bien-être. Est-ce que tu as ressenti justement, donc tu disais que certaines personnes de ton entourage avaient mis un peu de pression ou d'incompréhension, mais quand tu as décidé justement ce chemin professionnel, comment finalement tu t'es reconstruite et comment tu as réussi à mettre de côté un peu cette pression que parfois on peut avoir par les proches qui pensent bien faire, mais qui sont malheureusement pas à notre place? Oui, tu as raison. C'était difficile à prendre cette décision, d'abord pour mes patients, parce que j'avais un peu la pression de les abandonner. Et puis, bah oui, mes amis, mes collègues me disaient, mais non, pas toi, c'est exactement ce que tu disais, tu as été publié, tu peux pas arrêter, etc. Mais comme je disais tout à l'heure, j'ai eu la chance d'avoir le regard de mes filles qui ont compris ma souffrance et puis que j'avais élevée dans une relation où il fallait beaucoup de bienveillance entre nous, voilà, et avec nous-mêmes. Et donc, elles m'ont renvoyé ça à ce moment-là de ma vie et de leur vie, cette bienveillance à l'égard de moi-même. Donc ça a été vraiment un très bon soutien. Et ensuite, bon, quand tu es profession libérale et que tu arrêtes ton activité, il Mm, n'y a rien qui est mis en place pour qu'on puisse avoir des compensations comme quand on est salarié. mm. C'est mon mari qui a été d'une grande aide puisque il m'a embauchée dans son entreprise. Il y avait du besoin, hein. Je me suis formée de ce fait à la communication pour faire la communication de son organisme de formation. Ça m'a permis effectivement de sortir de ce statut, hein, même si j'ai divisé mes revenus par trois, mais ça valait le coup vraiment. Bah oui, malheureusement, l'argent ne fait pas tout. On peut être très Hmm. riche et très malheureux, ou être avec un niveau de vie plus faible, mais être très heureux. Donc voilà, malheureusement, hein, l'argent ne fait pas tout, même si tout le monde court toujours après plus d'argent, plus de revenus, etc. Alors aujourd'hui, avec un petit peu ton recul, ton analyse, quels seraient les conseils que tu souhaiterais partager à d'autres mamans qui, peut-être comme toi, ressentent un décalage entre les attentes sociétales, peut-être leur réussite ou pas d'ailleurs, leur propre aspiration, ou peut-être ce syndrome trop important qui est présent et qui fait qu'elles se sentent plus ou pas à leur place. Bah, moi, j'avais envie de partager qu'on n'est pas obligé d'être parfaite, de faire tout bien comme il faut, voilà, comme si ce qui aurait été parfait, c'est de traiter ce syndrome de l'imposteur. Bah non, c'est pas ça que j'ai choisi. Mais je crois qu'on a le droit d'être consciemment imparfaite, consciemment engluée parfois dans des blessures du passé, et puis choisir de pas régler ça pour le moment, de choisir une autre solution qui est peut-être plus écologique, qui va demander moins d'énergie et qui va prendre en compte avoir fait ce choix-là. Ça veut pas dire que j'ai une mauvaise image de moi, ça veut pas dire que je vais pour le restant de mes jours m'empêcher de briller. D'ailleurs, il y a des choses qui ont bougé depuis que j'ai quitté mon travail, voilà, et je crois que le plafond de verre, justement, il a volé en éclats après que j'ai pris cette décision-là, donc c'est extraordinaire. Mm. Mais en tout cas, ce qui a été bon pour moi et qui peut-être peut aider d'autres, c'est, voilà, j'ai décidé d'être gentille avec moi. J'ai décidé d'être protectrice avec moi-même, en tenant compte de ce que je pouvais et de ce que j'étais d'accord d'endurer. Peut-être que ce syndrome de l'imposteur se représentera, et puis bah à ce moment-là, si c'est le cas, on verra si lui et moi on fait ami-ami. Mais en tout cas, chacune d'entre nous sait ce qui est le mieux pour elle-même. Personne d'autre sait ça. Il y a des femmes qui choisiront de tordre le cou à ce syndrome de l'imposteur. Peut-être que d'autres choisiront un autre chemin. Eh ben, c'est très bien comme ça. C'est vrai que, comme tu le dis, on est les plus à même de savoir ce qui est le mieux pour nous, mais parfois on n'ose pas aller sur Hmm. ce chemin-là de peur du regard des autres, de peur de ne pas atteindre en fait les objectifs sociétaux qui nous sont quelque part un petit peu imposés. Or, moi, comme je le dis souvent, on n'a qu'une vie, donc autant être heureuse dans sa vie, même si parfois on peut sembler un peu bizarre. Carrément. C'est quand même bien mieux d'avoir une vie heureuse. Alors en tout cas, merci beaucoup, merci pour ton partage et pour avoir aussi montré un autre chemin parce qu'on dit souvent qu'il faut, comme tu dis, tordre le cou au syndrome de l'imposteur. Alors moi je dis souvent aux mamans qu'il faut le mettre au placard, le jeter dans la Seine pour les Parisiennes, etc. Mais finalement, tu montres toi qu'un autre chemin est possible et que finalement on n'est pas obligé d'aller en frontal pour essayer de
le combattre et que d'autres voies sont possibles et permettent aussi d'être heureuse et épanouie. Donc merci pour ça. Pour finir ce magnifique épisode, est-ce que tu peux nous partager ta plus grande réussite ou justement un moment en lien avec le sujet du jour? Ben, le moment que j'ai envie de partager, c'est justement un moment avec ma fille cadette qui elle-même a traversé des moments très difficiles et donc à une époque, elle était revenue vivre chez moi et un soir, je rentre du travail avec toute cette souffrance, toute cette difficulté. Je vais la rejoindre dans sa chambre, on se blottit l'une contre l'autre et là, elle me dit, Maman, t'es pas obligée de continuer, t'as le droit d'aller t'amuser ailleurs. Et Voilà. ça, alors je sais pas si c'est le moment de déclic dont tu parlais tout à l'heure, mais en tout cas, ça a été un moment vraiment très fort entre elle et nous. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai continué par la suite d'échanger avec elle et à plein de moments, elle m'aide à trouver ma voie. Finalement, Voilà. c'est ton nouveau coach, ton nouveau mentor. Exactement, ouais. Pendant tout un temps, c'est moi qui l'ai guidée pour qu'elle trouve sa voie et là, par des petites touches comme ça, et c'est retour, c'est elle qui m'aide maintenant. Ouais, c'est génial. Et ben, merci pour ce partage que j'adore, en tout cas, qui montre que finalement aussi, nos enfants, parfois par leurs attitudes, par leurs mots, par leurs gestes, finalement peuvent être aussi nos mentors, hein. Nous, on est là pour les éduquer, pour leur montrer la voie, mais parfois eux aussi nous montrent une voie Mm. qu'on n'avait pas forcément imaginée ou pensée. Donc, merci beaucoup pour ce partage. En tout cas, je peux constater que ton témoignage est particulièrement inspirant et authentique. On pense souvent que le syndrome de l'imposteur n'arrive que lorsqu'on commence une nouvelle activité professionnelle, lorsqu'on n'a pas ou peu d'expérience, mais finalement, il peut se révéler, comme ça a été le cas pour toi, bien plus tardivement, lorsque l'image que l'on a de nous et l'image qui nous est renvoyée par les autres finalement est dissonante lorsqu'on ne se reconnaît pas dans l'image qui nous est tout simplement retournée. On comprend aujourd'hui, grâce au témoignage d'Ève Séverine, que la réussite ne se mesure pas uniquement à travers des critères extérieurs, mais qu'elle est avant tout profondément personnelle. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés sur ce nouvel épisode. N'oubliez pas de lui donner de la force en le likant, le commentant ou même en le partageant à une personne qui en aurait besoin. Et en attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.